Merci beaucoup. Donc la présentation que je vais vous faire ce soir, c'est une présentation d'un retour d'expérience d'une implémentation chez France Télévisions sur la gestion des incidents grâce à Jira dans le contexte des JO de Paris 2024. Donc j'espère que vous êtes tous un petit peu nostalgiques de cette époque parce qu'on a quand même passé un super été grâce à ces JO. En guise d'introduction, j'ai un petit quiz à vous faire. Ça va être de me donner, par ordre décroissant, enfin du troisième au premier, les plus gros pics d'audience France Télévisions pendant les JO 2024. Et donc je veux la discipline. Donc quelle a été la troisième compétition discipline, enfin quelle finale en gros a été vue en troisième? J'ai des casquettes à donner. Le judo dans le podium. Allez, judo, je prends finale judo par équipe. Une magnifique casquette. En deuxième. Natation, je crois. Alors là, on va être un peu plus précis. Rugbynal, S, 100 mètres. USA. Triathlon. 4 fois, non. 4 nages, 204 nages. On parle de natation. 200 quoi? Non, 100 mètres. 200 c'est pas mal. 204 nages. 200 mètres, ouais. Non. 4 nages. Non. 200 crawls. En deuxième. Franchement, c'était. Voilà, merci Franck. C'était un des meilleurs moments de télévision. Donc, c'était la soirée 200 mètres, le pavillon et brasse. Ouais, la finale, c'est la basket. Alors, Franck, tu as le choix entre un décapsuleur ou une casquette. Casquette. Ok. Et donc, du coup, le moment qui a été le plus vu pendant les JO, Basket. C'est 224 nages. Ou 424 nages. 200 mètres, 4 nages. Ouais. Augustin, Vas-y. attends, celui-là, je peux pas l'envoyer, il est trop. Ouais. Sinon, il est pas loin. J'aurais pas dit, hein. Ok, super. Donc, alors le programme de la présentation ce soir, je vais déjà vous parler un petit peu du contexte de notre gestion d'incidents chez France Télévisions. Après, la solution, elle se décline en 3 parties. Il y a le board et le process qu'on a mis dans Jira, Jira normal, les communications automatiques qu'on a fait grâce à Automation for Jira, et enfin le dashboard qu'on a mis en place grâce à l'API Jira et Power BI. Donc, les objectifs de toute cette démarche, c'était de fluidifier et monitorer en temps réel la gestion des incidents. Donc, chez France Télévisions, on a un certain nombre d'applications qui permettent à tous les Français de consommer du contenu. Et on peut avoir des incidents, soit un contenu n'est pas disponible, un contenu live n'est pas disponible, mais il peut y avoir aussi des incidents sur le replay. Un contenu en replay n'est pas disponible le lendemain ou ce genre de choses. Et on a un environnement technique qui est assez compliqué parce qu'on a plein de devices pour consommer ces contenus. Notamment, donc, il y a les téléphones, les smart TV, le web, il y a vraiment tout un tas de devices différents. Et aussi surtout les box. Donc on a souvent des incidents sur les Freebox, les Orange Box, ce genre de choses. Donc vous voulez monitorer ça en temps réel, mesurer aussi la performance de résolution des incidents, et aussi surtout assurer l'analyse de la cause racine et la capitalisation des retours d'expérience. Donc en fait, le fait d'intégrer ça dans Jira, ça va nous permettre de résoudre l'incident au plus vite, mais aussi d'ajouter une étape pour avoir ce retour d'expérience qui est systématique et facile à accéder aussi par la suite. Alors, dans le contexte aussi, ce qui était on va dire le plus important, hein, c'est que l'outil soit bien utilisé chez France Télévisions et aussi du coup ça impliquait pas mal de change management. Donc les premières questions en fait dans l'implémentation de ce genre d'outil, hein, c'est qui va remplir les informations, qui va regarder. Lorsque on regarde pendant un rituel ou quelque chose comme ça, qui va présenter ces informations? Donc se poser cette question de qui va présenter, ça aussi permet d'avoir un petit peu des personnes qui vont avoir du ownership sur la démarche et se sentir responsable que les informations qu'ils présentent soient bien à jour. Et lors de quel rituel? Alors ça aussi, lors de quel rituel, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément, mais moi je trouve que c'est hyper important d'essayer d'intégrer en fait ce genre d'outils à des rituels réguliers, parce que c'est comme ça qu'on va créer les habitudes de regarder les outils. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, un rituel hebdomadaire de revue des incidents ou même une revue de la performance générale avec le management, essayez d'intégrer ces outils, ces dashboards de façon régulière, c'est ça qui va créer des habitudes et qui va un petit peu changer les comportements.
Le deuxième point, c'était, alors évidemment, c'était de faire de la communication en interne. Donc là-dessus, c'est assez classique, hein, c'est engager les bonnes parties prenantes et puis communiquer au maximum. Et enfin, et ça je pense c'est un point assez intéressant, c'est au niveau des sponsors. Donc alors il y a une question qui peut s'appliquer un petit peu au monde sportif, c'est pour ça que je mets la métaphore ici. C'est comment gagner une médaille au JO ou n'importe où en 3 points. Le premier point, c'est se fixer un objectif. Le deuxième point, c'est identifier le prêt à payer. Donc là, dans ce cas-là, ça serait par exemple avoir tout le monde qui utilise l'outil. Et le prix à payer, ça veut dire il va falloir qu'on sorte le dashboard à chacun de ces rituels. Et ce qui est très important pour les sponsors, c'est le troisième point, c'est payer le prix. Et donc, si on se dit qu'on va regarder le dashboard à chaque rituel, il va falloir se donner cette discipline de le faire à chaque fois. Donc voilà, c'est un petit conseil, on va dire, pour engager les sponsors dans la démarche. Alors la troisième force, donc on avait les objectifs de la démarche, les contraintes en termes d'adoption, et enfin on avait aussi des contraintes en termes d'harmonisation et de gouvernance Jira. Chez France Télévisions, on a une instance 1400 utilisateurs qui est assez propre, on essaie de la garder la plus propre possible. Ça nous permet aussi de faciliter la formation aux utilisateurs et aussi d'avoir plus d'évolutivité pour si vraiment on veut faire des évolutions, quoi. Et donc on veut vraiment une instance avec rien qui dépasse, contrairement à ce pauvre Amirati qui a perdu une médaille à cause des choses qui pourraient dépasser. Donc on est parti pour cette solution. On est parti pour cette solution avec du Jira classique, donc Jira Software. Et enfin, pour finir sur la définition du contexte, c'est qu'est-ce que c'est un incident. Et donc on a eu un petit peu de mal à définir ça, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit incident qui est passé pendant les JO, où il a fallu aller chercher un bonnet dans la piscine pour illustrer. Mais donc sinon, pour définir les tickets incidents versus, on a décidé de les mettre en opposition aux tickets anomalies. Donc un ticket incident, on a décidé d'avoir un process unique pour tous les incidents chez France Télévisions. Avec un process hyper simple, incident à résoudre, en cours de résolution, résolu, terminé. Et du coup, on a créé un projet unique pour tous les incidents chez France Télévisions. Et donc un incident, en fait, on va s'en servir pour avoir un focus sur l'impact, pas forcément sur la résolution de l'incident. Donc ce qui va être important, c'est combien de personnes sont impactées par cet incident, quelles sont les équipes qui vont pouvoir le résoudre. Et donc voilà, l'incident, vraiment, il nous sert à identifier les équipes qui vont pouvoir résoudre l'incident, communiquer avec les parties prenantes et assurer et capitaliser sur... capitaliser d'ailleurs, je n'ai pas bien écrit ça. Sur le REX. Alors que le ticket d'anomalie, en fait, une anomalie, ça va être un ticket qui est dans un projet d'une équipe, et le process, il va être propre à chaque équipe. Donc par exemple, pour résoudre une anomalie qui est sur une Smart TV Samsung et sur notre version web, ça ne va pas du tout être le même mode de déploiement. Et donc du coup, le process, il est propre à chaque équipe. Donc l'anomalie, elle va vraiment servir à implémenter le correctif technique jusqu'à la mise en prod. Donc vraiment, le focus, c'est résoudre le problème. Je ne sais pas s'il y a parmi vous, vous faites cette distinction entre incident et anomalie de cette façon-là? Ou incident et bug peut-être? Non. Est-ce que je parle trop vite? Non. Ok. Je vais essayer de... Ouais, vous savez, quand on parle trop vite... Et donc pour illustrer un petit peu cette différence entre incident et anomalie, on va avoir des cas de dégradation de service en prod avec un correctif technique qui est mis en place par une équipe dans Jira. Donc on va créer l'incident pour faire toute la communication avec les parties prenantes, et on va créer aussi un ou plusieurs anomalies pour faire les correctifs. Et donc ça, on va avoir peut-être des anomalies qui sont éparpillées sur plusieurs équipes. Il va y avoir une équipe qui peut-être s'occupe de l'infrastructure, qui va avoir une anomalie, peut-être qu'il va y avoir l'équipe qui s'occupe du développement du player web, qui va avoir sa propre anomalie, et donc on va les relier ensemble. On peut avoir aussi un cas où on crée un incident, mais pour la résolution de l'anomalie, elle ne va pas se passer dans Jira.
va peut-être se passer avec un partenaire. On va peut-être appeler Free ou Orange et leur demander de faire un correctif de leur côté. Ou alors on peut aussi avoir des anomalies dans lesquelles on n'a pas créé d'incident à côté parce qu'on s'est dit en fait ça c'est une anomalie mineure ou alors peut-être qu'elle n'est même pas encore en prod et donc on n'a pas besoin de communiquer avec d'autres parties prenantes, on n'a pas besoin de créer cet incident. Donc voilà pour le contexte. Alors après pour la solution, comme je vous l'ai dit, elle est en 3 parties. Il y a le board et le process Jira, les communications automatiques grâce à Automation for Jira, et enfin le dashboard qu'on a nous mis en place avec Power BI. Alors le board de Jira Incident, il est hyper simple. Vous pouvez voir, alors j'ai grisé quelques parties, mais il se passe en 4 étapes. Et on a la première étape, aiguillage à faire. Donc pendant cette étape-là, il y a une équipe en fait de support qui va essayer d'aiguiller le ticket qui a été créé vers les bonnes équipes. Une fois qu'on a identifié les bonnes équipes, on est en cours de résolution. Et donc c'est un petit peu aussi à ce moment-là qu'on va créer d'autres tickets dans d'autres boards pour s'assurer de la mise en production du correctif. Et la troisième, une fois que tout est que le correctif est mis en place, qui peut parfois d'ailleurs être un contournement, hein, on va être en résolu et retour d'expérience. Et là, pendant cette colonne-là, d'ailleurs, vous pouvez voir, on a plus de tickets là-dedans. C'est là qu'on va s'assurer qu'on fait bien le retour d'expérience et qu'il est validé par les sponsors, donc dans les différents comités de direction qui peuvent approuver ce genre de choses. Et enfin, la dernière colonne, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Donc on a mis en place vraiment quelque chose de super simple, avec en fait que du Jira classique, hein, comme vous pouvez le voir. Priorité description et quelques champs custom, mais qui sont vraiment des champs custom très classiques. Hein. On a du multi-select, du date et du multiline. Très rapidement, donc les équipes, ça va être un multi-select qui va nous permettre de sélectionner les équipes qui sont impactées ou qui vont aussi pouvoir faire la résolution. Date de début, date de fin, c'est ce qui va nous permettre après de faire nos métriques sur le temps de résolution de l'incident. Et après, on a 2 champs custom multiline là qui vont nous permettre de lister, en fait, de faire un petit peu un résumé très rapide des actions qui sont prises ou qui ont été prises pour la résolution de l'incident. Donc ça, avoir ça sur un champ spécial, ça nous permet de pouvoir après l'envoyer par mail ou via Slack assez facilement. Et enfin, on a le champ retour d'expérience qui va nous permettre de systématiser le retour d'expérience et d'être sûr que à chaque incident qui a un certain niveau de priorité, on a un retour d'expérience associé. Enfin, alors petit focus sur les priorités. Nous, on a décidé chez France Télévisions d'avoir ces priorités-là, P1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on s'est éloigné des priorités de base dans Jira qui sont bloqueurs, critiques, qui ont en fait des descriptions avec des mots. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, ça nous permet de proposer ce schéma de priorité à toutes les équipes. Et donc, il y a des équipes pour qui bloqueur, c'était pas forcément, ça n'allait pas avec leur process. Alors que là, on est sur du P1, P2, P3, P4, P5. Chaque équipe peut se l'approprier comme ils veulent. Et donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment, donc on a 1400 utilisateurs et on n'a que ces 5 priorités-là. On n'a pas créé d'autres priorités. Dans tous les projets? Dans tous les projets. Ouais. Et donc en fait, ce que ça nous permet, c'est pour chaque équipe, après, peut on va dire, avoir ses propres directives pour l'utilisation de ce champ. Et donc là aussi, pour les incidents, en fait, il y a pas mal de, on va dire, de bonnes pratiques ou en tout cas de frameworks qui vont dire d'avoir 2 champs, un champ sévérité et un champ, on va dire, scope de l'impact. Là, nous, on a décidé d'avoir sévérité du dysfonctionnement versus importance éditoriale du contenu. Donc, par exemple, une sévérité importante, ça va être contenu non disponible sur toutes les Freebox et toutes les Orangebox, par exemple. Donc là, on a vraiment, je sais pas moi, peut-être 40% de notre audience qui est impactée. Et l'importance éditoriale du contenu, ça va être, la finale du 200 mètres 4 nages, par exemple. Ça va être le plus important.
que ce soit d'ailleurs du live ou du replay, parce que peut-être le lendemain, les gens qui ont entendu parler de cet exploit sont très intéressés pour voir le replay, donc ça, ce serait une importance importante, enfin le plus important, alors que si c'est... on a aussi le replay de la météo des plages il y a 3 semaines, bon ça c'est moins important par exemple. Et donc du coup ça... Ouais. Donc, la classification de l'incident en P1, P2, etc., c'est à la liberté de l'équipe qui récupère l'incident? Ouais, alors au début, il y a les personnes qui déclarent l'incident, ils vont devoir donner une priorité de toute manière. Après, on a cette première étape d'aiguillage où l'équipe support va un petit peu faire le triage sur tous les incidents qu'ils reçoivent. Et peut-être que quelque chose qui a été considéré comme P1, ils vont le baisser en P2. Parce qu'en fait, en se basant sur ces priorités-là, on ne va pas avoir les mêmes personnes qui vont être notifiées par la suite. Et on ne va pas avoir les mêmes règles de gestion de retour d'expérience et de gestion de l'incident au global en fait. Et donc juste la matrice que tu présentes là, c'est un exemple, mais les incidents répondent pas forcément à des critères chiffrés quand on les classifie au début. Non, alors ce qu'on avait fait, donc là je l'ai pas mis dans la présentation, mais ce qu'on a fait pour cette matrice, on a donné des exemples à chaque fois. Donc là par exemple l'exemple que je vous donnais sur le replay de la météo des plages d'il y a 3 semaines, qui n'est pas disponible, donc ça va être, on va dire, dans l'importance éditoriale la plus faible, on donnait un exemple. Et donc pour chacune de ces 9 cases, on a essayé de donner un exemple de comment classifier ces incidents. Donc ça, c'est des directives, des guidelines. Mais par contre, dans Jira, il n'y a qu'un seul champ. Donc on n'a pas un champ sévérité du dysfonctionnement et importance éditoriale du contenu. On laisse les personnes remplir juste sur cette échelle de 1 à 5 finalement. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est P4, P5, on ne systématise pas la création d'un incident en fait. Parce que si c'est un contenu éditorial pas important et un dysfonctionnement pas important, en fait, on ne va pas avoir besoin de communiquer avec des parties prenantes et du coup, on se dit, on n'a pas besoin de créer forcément l'incident. Après, s'il y a certaines équipes qui, elles, trouvent de la valeur à loguer tous ces incidents pour après utiliser cette information pour, je sais pas, débloquer des budgets ou alors justifier d'une refonte technique, ils peuvent le faire, c'est libre à eux. Voilà donc pour les priorités. Pour le process, je vous l'ai un petit peu décrit avant, mais on est parti vraiment sur un workflow hyper simple. Et en fait, sur les 3 étapes du cycle de vie de l'incident, on va remplir les champs au fur et à mesure. Et on va dire avec des validateurs sur le workflow, on va s'assurer que certains champs sont obligatoires à certaines étapes du workflow. Et ce qui fait qu'en fait, quand on crée l'incident, on va avoir uniquement 3 champs. Donc la priorité, les équipes impactées, sachant qu'au début, on n'a pas forcément les bonnes équipes, hein. Parfois on se trompe et on tag les mauvaises équipes. Et la description, pour être bien clair, c'est la description de l'impact de l'incident, et là-dedans, ça doit inclure combien de personnes sont impactées, enfin, une approximation, et quel contenu, quelle importance du contenu, quoi. Aussi, petit conseil que je vous donne, c'est de faire cette documentation dans Confluence avec un schéma de cette façon-là, en 3 colonnes, dans un tableau. La première colonne, c'est le statut et on va dire le nom de la colonne sur le tableau Kanban. La deuxième colonne, c'est les activités, qu'est-ce qu'on fait pendant cette étape. Et la troisième colonne, que j'appelle output, c'est qu'est-ce qui fait qu'on change de colonne. Et donc de cette façon-là, en fait, c'est vraiment, d'ailleurs vous pouvez voir, on pourrait l'imprimer sur un quart de page. Là-dessus, vous avez tout le process qui est déjà documenté. C'est hyper facile à consommer et c'est hyper clair parce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'étape d'après, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas passer à l'étape d'après, ce genre de choses, quoi. Tu disais qu'il pouvait y avoir des équipes qui se mal taguées, mais dans ces cas-là, le processus ne le présente pas. Si, en fait, quand elles sont mal taguées, c'est la personne qui déclare l'incident va peut-être mal taguer l'équipe. L'équipe support qui va s'occuper de la première étape d'aiguillage va potentiellement corriger. Et puis il peut aussi y avoir des moments où, au cours de la résolution, on se rend compte que l'équipe infrastructure, on a oublié de la taguer, parce qu'on ne savait pas que l'équipe infrastructure allait être partie prenante dans cet incident. On peut le faire au fur et à mesure. Et donc c'est très ouvert. C'est aussi, d'ailleurs,
C'est la différence avec le Jira Service Management. Nous, on a décidé de rester sur du Jira classique. C'est très ouvert, on peut éditer tous les champs à n'importe quel moment, y compris la personne qui a déclaré. Après, c'est les communications. Donc les communications, en fait, c'était le cœur de notre projet. Nous, ce qui fait qu'on crée un ticket incident ou pas, c'est est-ce qu'on a besoin de communiquer avec le reste de l'organisation. Si on n'a pas besoin de communiquer, honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de créer l'incident. Par contre, si on a besoin de communiquer, on va créer le ticket d'incident. Ça répond à deux objectifs. Déjà, c'est assurer la bonne circulation de l'information dans les canaux adaptés. Vous allez voir plus tard, on a plusieurs canaux de notification. Et aussi, surtout, c'est ne pas se poser la question sur qui doit être informé ou non. Donc, il y a plein de personnes qui travaillent chez France Télévisions et qui peuvent détecter un incident. Mais par contre, ces personnes-là, elles ne savent pas forcément qui prévenir lors d'un incident. Ça, c'est vraiment aussi, on va dire, l'avantage de notre solution. C'est on remplit le ticket, on va taguer les équipes, on n'est pas obligé de savoir quelles sont les listes d'emails à prévenir, quoi. Et donc on a trois canaux, on a les emails, Slack et Teams. Alors oui, on a Slack et Teams qui fonctionnent en parallèle, c'est comme ça. Et on a décidé aussi d'utiliser toutes ces notifications, elles sont faites grâce à Automation for Jira. Donc c'est un peu, on va passer pas mal de temps sur vous montrer comment ça a été implémenté. Même les emails par automation? Ouais, les emails par automation. Et alors on a trois notifications principales, dont deux qui sont automatiques. La première c'est l'incident qualifié. Donc au moment où le ticket quitte aiguillage à faire et passe en cours de résolution, on va avoir une notification automatique qui va être envoyée aux bonnes personnes en fonction de ce qui a été rempli dans le champ équipe. On a une deuxième notification qui est manuelle. Donc là, c'est en haut du ticket, vous pouvez activer manuellement une automation qui va être une update d'incident. Donc par exemple, si ça fait 2 heures qu'on travaille sur l'incident, on a finalement trouvé les actions correctives, on a envie d'envoyer une update aux parties prenantes, on peut le faire. Et enfin, quand il est résolu, on a aussi une notification qui, elle, pour le coup, est automatique au changement du statut. Alors comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de notifications qui sont par email. Alors pourquoi c'est un peu la culture d'entreprise, hein. Je pense que vous êtes aussi peut-être travaillé dans des contextes où l'email est encore très utilisé. En plus, ça nous permet de toucher une audience beaucoup plus large. On peut se permettre d'envoyer des mails à des listes d'emails qui contiennent 200 personnes si on veut. On va dire c'est plus accepté que d'autres choses. Donc ça permet aussi de notifier des listes d'emails. Donc ça c'est hyper intéressant parce que nous, ça nous facilite beaucoup la maintenance côté administration Jira. Et aussi on peut facilement transférer les emails aux partenaires et autres parties prenantes. Donc si par exemple on a un incident qui intervient sur un partenaire comme Orange ou Free ou SFR, on peut lui transférer le mail que vous voyez là. Et on a aussi du coup une liberté de formatting. Donc bon, on n'a pas fait quelque chose de très révolutionnaire, mais vous avez un exemple du mail qui est envoyé par Jira. Donc là c'est assez classique, mais c'est quand même assez simple, dans le sens où l'information qui est représentée ici est hyper facile à consommer. Donc on a quel est l'incident, la description rapide, le lien vers le ticket, la description de l'incident, la priorité et les équipes concernées qui vont un petit peu aussi notifier aux personnes quelles sont les autres personnes qui ont été notifiées. Le contenu de l'email, franchement c'est hyper simple à faire automation. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire un tableau. Donc là ce que vous voyez ce que vous voyez ici c'est un tableau avec juste les traits qui ne sont pas activés, mais donc là en haut c'est une case, après on descend, on a d'autres cases, c'est séquentiel. Je vous conseille de faire ça quand vous créez votre email custom. Parce que ça marche plutôt bien et que ça vous permet de vous assurer du rendu, quoi. Vous pouvez mettre un petit peu de CSS à l'intérieur de l'email, c'est ce que vous pouvez voir ici. Sinon tout est en HTML et évidemment avec les Smart Values vous allez pouvoir mettre par exemple la description de l'incident, le niveau de priorité, les équipes concernées, tout ça c'est avec les Smart Values et ça marche très bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est pour la description. Petit conseil pour les Smart Values, vous pouvez faire description.html
et ça vous transforme la description en format HTML qui est directement prêt à être intégré à un email. Bon, deux choses qui marchent moins bien avec cette technique, c'est pour les images. Donc parfois, on peut mettre une image dans le corps du ticket. Ça, malheureusement, ça ne passera pas dans l'email. Et aussi pour ce qui est pièce jointe, ça ne sera pas possible d'intégrer la pièce jointe dans l'email. C'est possible de faire un lien vers la pièce jointe, mais par contre, du coup, il faut être logué pour accéder à la pièce jointe. Voilà, c'est deux limites, quoi. Donc ça, c'est le contenu de l'email. Franchement, c'était facile. Ce qui était plus compliqué, c'était la liste des destinataires. Et donc là, je vais vous présenter trois pistes qui ne marchent pas toujours pour résoudre ce problème. Donc vraiment, le problème, c'était comment passer de cette liste multi-select à une liste d'emails, en fait. Alors, moi, j'ai essayé au début avec, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité de Automation for Jira qui s'appelle Lookup Table. Et donc, vous pouvez créer une table de correspondance dans laquelle vous allez faire correspondre le nom des équipes avec des emails. Le problème avec ça, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'après, la boucle for each, en fait, elle s'exécute en parallèle. Ouais. Et donc, ouais, je ne sais pas si... Au lieu d'avoir des actions qui passent avant la boucle, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, ça va remplacer en même temps chacun des emails. Mais donc, à la fin, il n'y aura qu'un seul email qui a été remplacé parce que c'est la dernière action en parallèle qui va faire foi, quoi. On ne peut pas le faire en séquentiel. C'est-à-dire, fais la première partie, finis ta première boucle et après fais la prochaine boucle. Ça ne marche pas, quoi. Donc, ça marchait pas. Ouais. Là, vous êtes en cloud quoi? Entreprise? On est en premium. Premium. Ouais. Donc vous êtes limité en nombre d'automation. On est large. On est limité mais large. Okay. J'ai envie de te dire que email des fichiers pour régler ton problème. Hein. On pourrait. Tu t'économises sur les règles et tu le compenses sur les fichiers. Bah nous, on a décidé de rester sur du Jira classique, quoi. Classique. Ouais. Moi, je parle budget, tu vois, je transfère le budget de là. Alors, après, nous, on est resté on est parti sur du premium pour d'autres raisons aussi. Donc, il y a Automation qui était en fait un élément de choix de premium parce que quand même dans premium, tu as beaucoup de règles d'automation. De mémoire, c'est quoi? C'est 3600. Non, c'est plus que ça. Ça, c'est du standard, ça, je pense. Je pense. En tout cas, 3600 par jour. Hein. On est par vraiment user, très par large. jour, par semaine, un truc comme ça. C'est entreprise ou c'est pas limité? Ouais, mais franchement, on est très Après, loin vous êtes entreprise peut-être? Non, mais en premium, mais on est très loin des paliers. Et on utilise aussi premium pour d'autres cas d'usage comme. Oui, non, mais là je ne juge pas le premium cloud, je te parle juste d'automation. Si tu es à un moment donné limité, laisse ton quota pour autre chose et utilise ça ailleurs. C'est ce que je veux dire. Ben, honnêtement, on n'a pas de. Ça viendra en tous les cas, c'est sûr. Il y a un seul. On est très large actuellement et en plus le projet incident, on n'a pas des milliers de tickets, quoi. On doit avoir. Dans ma tête, moi c'était beaucoup, c'est pour ça que. Ouais, non, on n'a pas de. J'étais parti sur une quantité. Donc ça 3600. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Okay. La deuxième piste, c'était du coup d'utiliser la smart value .replace dans un custom field. Donc ce qui est là, vous voyez la smart value issue.equipe.values, en fait, ça va vous donner chacune des équipes séparées par une virgule. Enfin, un peu une chaîne de caractères comme ça. Et donc ce que j'avais mis en place au début, qui marche mais qui n'est pas très propre, c'est je mets ma smart value dans un champ custom et après je fais le replace avec pour chacun en fait pour chacune des équipes, quoi. Et pour que ça marche, d'ailleurs je sais pas si vous connaissez là ce refresh issue data, ça vous permet de remettre les compteurs à niveau à chaque fois en fait. Et donc du coup je vais pouvoir incrémenter ma valeur au fur et à mesure. Franchement ça marchait, mais ça faisait beaucoup d'updates sur le ticket qui n'était pas forcément visible, mais bon c'était pas très fort, quoi. Et la solution qui fonctionne maintenant en fait, c'est la même chose de .replace mais dans une variable. Et en fait, donc ça je sais pas si vous étiez au courant que c'était possible de faire, mais vous pouvez créer une variable avec donc la même façon, hein, donc on va avoir toutes les valeurs séparées par une virgule, et après je recrée la même variable avec pour valeur la variable précédente
point replace. Donc ça diminue. Alors déjà tout ça c'est invisible au niveau du ticket. Il n'y a pas de update, ouais. Et à la fin ça me donne tous mes emails séparés par une virgule que je vais pouvoir utiliser directement dans les destinataires de l'email, quoi. Donc c'est ça la solution qu'on a actuellement. Si ça se trouve, il y aurait moyen de combiner avec la lookup table ou je sais pas, mais bon, en tout cas, ça marche et on est très content, quoi. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Le deuxième canal, c'est Slack. Alors pour Slack, c'est beaucoup plus simple. Il faut juste créer un hook dans Slack. Et après, vous pouvez envoyer directement, vous pouvez formater directement les données que vous allez envoyer. Là, vous avez un petit peu un exemple de à quoi ça peut ressembler dans Slack. Et de la même façon, on a fait un petit peu la même chose, mais dans Teams. Là, j'ai pas de screenshot, mais vous voyez, c'est vraiment le même système. Vous utilisez le send web request. Alors, encore une fois, nous, on n'a pas d'intégration directement dans Slack ou dans Teams. C'est la cybersécurité qui n'est pas très fan de ce genre d'intégration et donc c'est dommage. Donc on va les faire à la main nous-mêmes, mais honnêtement c'est pas hyper compliqué, quoi. Et t'as pas eu un frein dans la sécu pour faire ça? Après ils ne voient pas les flux qui arrivent sur Teams En fait le hook il reçoit juste des informations, il n'y a pas de retour, quoi. Et alors je me rappelle plus. Alors pour Slack, on a dû demander aux admins Slack quand même. Ouais. Et pour Teams, je sais pas si on a besoin de demander. Dans Teams, il y a pas mal de choses qui sont à la disponibilité des utilisateurs lambda en fonction des paramètres de l'organisation. Je crois qu'on n'avait pas eu besoin de demander à la cybersécurité juste pour créer un hook. Alors que pour installer une connexion, une application qui fait la connexion, il y a besoin en général il faut donner plein de permissions à cette application et la cybersécurité nous rejette ça souvent, quoi. Ok, et donc la dernière partie de la présentation c'est le dashboard. Donc nous on a décidé de partir sur Power BI pour plusieurs raisons. Donc déjà, première raison, ça nous a permis d'avoir aucun plugin, donc on n'a toujours pas installé de plugin. La deuxième raison, c'est qu'on avait on a toujours une utilisation en interne qui est assez importante de Power BI, notamment pour regarder des mesures d'audience, des choses comme ça. Donc on va dire le management était déjà habitué à cet outil. Et enfin, la dernière raison, c'est la customisation. On peut vraiment faire beaucoup de choses dans Power BI qu'on ne peut pas forcément faire dans EasyBI, même si on peut faire beaucoup de choses dans EasyBI. Même on aurait pu faire ça dans EasyBI, on l'a fait dans Power BI. T'as un connecteur alors? Pardon? T'as un connecteur pour aller sur Power BI? Alors nous, on fait ça sans connecteur, mais il existe des connecteurs. Alors comment tu fais? C'est Power BI qui s'appelle Jira. Ouais. Comment on fait? Alors c'est le slide d'après, mais je peux. Allez, on répond à la question. On utilise l'API Jira Cloud. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a ce petit symbole rouge là qui me fait un peu peur. On va voir, mais en fait, on fait le search for issue. On utilise cette API là, où on va rentrer comme paramètre le GQL. Donc, soit on a un filtre qui est déjà intégré, enregistré dans Jira, on lui fait GQL égale filtre égale 1, 2, 3, 4, 5. Elle est vieille celle-là. Ouais, c'est. Je sais pas comment tu l'as pas vu. Ça marche, Ouais, très bien. plus que ça tourne. Le défi qu'on a avec ça, c'est que les résultats sont paginés. Il veut plus être invité. Hein. Et du coup, il faut en gros demander 50 résultats et après 50 prochains. Mais le résultat, il ressemble à ça. Ouais, le résultat, franchement, il est vraiment super. Donc là, on a caché tous les chiffres. Mais en plus, ça, c'est juste une page du dashboard. Il y a d'autres pages où on va lister les tickets, on va pouvoir filtrer en fonction de l'offre, de plein de choses. Et vraiment, ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que le management est habitué à cet outil, en fait. Et il le regarde. Et donc, ça, c'est vraiment un peu la conclusion.
le fait qu'on a cette implication du management qui regarde le dashboard qu'on a vu avant, ça nous donne une bien meilleure qualité de saisie des données. Parce que si on n'avait pas ce dashboard pour vérifier que les gens remplissent bien les incidents, on n'aurait pas de... ce ne serait pas rempli, quoi. Ok. Et donc il y a 2 petits slides pour conclure. C'est au niveau du change management, en fait, les 3 solutions que je vous ai montrées, il y a 2 solutions, les communications automatiques, le dashboard et l'intégration de ces deux choses-là dans les différents rituels, c'est ce qui fait qu'on a de l'adoption, en fait. Donc il y a le fait d'avoir l'avantage d'avoir une communication automatique quand je remplis le ticket, ça fait que j'ai pas besoin d'envoyer d'email. Du coup, ça, on va dire, ça crée de l'adoption. Le fait que ça crée le dashboard automatiquement et que le management regarde ce dashboard, ça crée de l'adoption. Et enfin, le fait qu'on utilise ces 2 choses-là à la fois, dans les rituels, donc à la fois le dashboard qui est présenté dans les différents comités de suivi, et aussi les emails de communication automatique qui sont partagés aussi pendant ces rituels. C'est ça qui crée, qui fait que la solution fonctionne bien. Et enfin aussi, sur un point de vue technique, les trois solutions fonctionnent aussi très bien. Donc, le Jira classique, donc encore une fois, on n'est pas parti sur du Jira Service Management pour les raisons que je vous ai évoquées avant, avec l'API Cloud qui marche aussi très bien, et le Jira Automation, tout ça fait une belle équipe qui permet de marquer des petits essais comme ça, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a eu vraiment des incidents, On n'a pas eu de gros incidents, mais il y a très souvent, c'est des incidents qui sont pas forcément liés au JO, en fait. Ah, ok, Les JO, c'était plus c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous parler de ça aussi. En fait, c'était plus une opportunité pour mettre en place des process solides. Ouais, c'est ça. Mais les incidents classiques, on va avoir très souvent des problèmes avec des partenaires, comme je vous disais, les Freebox, Orangebox, les Samsung TV qui sont mises à jour, et il y a des choses qui fonctionnent pas très bien. Et on a aussi très souvent des problèmes de métadonnées dans des contenus qui peuvent être assez importants, et qui ne sont pas disponibles. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de chercher un contenu sur France.tv et de voir qu'il n'est pas disponible, et ça c'est souvent parce que les droits télé n'ont pas été mis à jour de la bonne façon, des problèmes de métadonnées qui sont pas à jour, quoi, en fait. D'autres questions? Vous avez une seule instance? Alors, on a une seule instance cloud, ouais. Après, on a 2-3 Jira Legacy qui traînent à droite à gauche, mais on a vraiment une seule instance chez France TV. Donc sur cette instance cloud, il y a eu du suivi de run, mais il n'y a pas de build. Si. Build aussi. Ouais, bien sûr. Moi je suis un petit peu étonné par l'uniformisation des priorités, quoi. Sur tous les projets, ça me paraît un petit peu. Dictateur. Ouais, et ben donc, alors, c'est. Dictateur. Ah ouais, c'est bien. Il est revenu. Le contexte sur les priorités. Non, mais alors en fait. casse-gueule ça. Ouais. Les priorités, donc quand on a migré dans le cloud il y a 2 ans, il n'y avait pas encore la possibilité d'avoir différents schémas de Il priorité. n'y avait pas de système, ouais. Ouais. Mais ça, au final, c'était une belle opportunité parce que ça nous a forcé à imaginer quelque chose de propre. Et encore une fois, je pense qu'on n'aurait pas réussi si on avait les mots. Voilà, s'il y avait ça part dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on fait en fait sur la gouvernance de l'instance au global. On essaye d'être le plus vague possible dans tout ce qui est le nom des champs et le nom des valeurs partagées avec d'autres paramètres. On fait la même chose au niveau des statuts. Donc on a à chaque fois en statut, on a par exemple validation pour la recette. Validation, c'est hyper général, on peut l'utiliser dans plein de choses. En plus c'est bilingue, c'est français-anglais. On ne va pas avoir des recettes intègres par exemple. Ça, on ne fait pas ça.
Et encore, recette intègre, c'est pas trop mal. En cours de test. Ouais, voilà, c'est ça, on a pas ça. On a en cours, quoi. Donc ouais, vraiment, c'est un peu en dehors du cadre de la présentation, mais je pense que c'est là qu'on apporte le plus de valeur en tant qu'admin Jira, parce qu'on garde quelque chose de super propre, avec rien qui dépasse. À mon avis, c'est un vrai travail justement de l'admin Jira, justement, de toujours essayer de se projeter sur l'utilisation multiple qu'on va faire de ce que je vais créer, ou de la mauvaise utilisation que je vais pouvoir en faire, et donc de ne pas le faire, justement, d'essayer de prévoir. C'est vraiment un souci de tous les jours. Surtout, ça ouvre pas les portes en fait. Tu vois, si tu commences à faire un projet, tu lui des bloqueurs, il y a un autre qui va venir dire ouais, non, je veux là. Ça va jamais t'arrêter. Ouais. Et je le rejoins sur un point où ça a facilité un peu la tâche. Je me rappelle, j'avais fait une migration de serveur à cloud, il n'y avait pas les systèmes. Bah, il n'y avait pas le choix. Donc tu fais un seul système pour tout le monde. Il y a eu les systèmes après. Mais le PO il m'a dit bah écoute, c'est quoi on ne parle pas de ça. Et donc bon, c'est pas, ouais, c'est quelqu'un qui connaît, il peut poser la question. Mais on est plus parti sur le fait que vous êtes d'accord, ça marche, tant mieux, on n'en parle pas. Que là si tu remets tout en question, toute la porte et après ça va être compliqué à gérer. Et il dit voilà, faut vraiment voir long terme. Moi je préfère comme ça qu'elle soit moche, mais au moins c'est clair. Attends, c'est pas moche, je peux pas Ah te non, dire dans le ça. sens où il y en a, ils vont pas aimer, ils vont dire ouais, je sais pas, il n'y a pas moyen. Faut pas j'aime pas. être daltonien. Mais c'est pour ça qu'il y a ces petits symboles, les numéros, qui sont pas mal pour prioriser. Mais ouais, et pour un peu aussi rajouter à cette conversation, nous on a souvent des demandes de nouveaux types de tickets au niveau à la place de Epic. Donc le niveau plus Plus simple. élevé. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc il y a des gens qui me disent, qui aimeraient bien avoir un composant design system par exemple, au lieu du nom Epic. Et là, si on commence à dire oui pour une personne, tout la porte à tout ça, et donc c'est pour ça, ouais, Epic et c'est tout quoi. Bon, après, ça dépend aussi des clients, parce qu'il y en a, ils vont aller taper ailleurs pour amener le N++, et là, ouais, ça devient compliqué. Ok, bon, bah, de toute manière, on peut continuer la conversation après.